Je suis chorégraphe, artiste et chercheuse. Et depuis quelques années, je travaille beaucoup avec les plantes et les liens qu'elles entretiennent avec des différentes communautés humaines, avec un travail qui passe toujours par les corps et qui essaye aussi de rentrer en relation avec des technologies plutôt non hégémoniques, basse technologie, pas forcément liées à l'électronique et aux ordinateurs. Et en fait, avec ce travail, j'essaie aussi de tisser des liens entre la sorcellerie et les sciences qui ne sont pas nommées avec S majuscule, mais les sciences plus situées, dispatchées dans la planète, un peu qui questionnent l'universalité des sciences en général. Non? Je suis médiologue, ça veut dire que je m'intéresse à l'épistémologie de tout ce qui est lié aux technosciences et à la manière comment le technique nous aide à transporter de sujets culturels. Et je suis chercheur, à la fois en art et en médiologie, à la fois à l'Université de Copenhague, et je suis parisien, affilié aussi, comme Aniara, à l'École Polytechnique, en relation avec des recherches arts et sciences. Et je co-dirige aussi à la Michigan State University aux États-Unis un programme de recherche et de résidence qui s'appelle Bridge, qui fait le pont entre l'art et les sciences. Et je suis ancien journaliste et je fais aussi collection de tout ce qui est vert depuis à peu près 30 ans. Et en fait, la stratégie d'ouvert, c'est d'ouvrir ce qui paraît fermé et enfermé. Enfermé dans des terminologies, enfermé dans des savoirs cloisonnés, et enfermé aussi dans des pratiques disciplinaires qui ont du mal à communiquer entre elles. Et donc, on voit le projet d'ouvert un petit peu comme une proposition d'ouvrir la question de ce que les gens pensent quand ils pensent au vert. Pour nous, c'était super important que ce projet soit transdisciplinaire, qu'il intègre des artistes, des penseurs, des performeurs, des cuisiniers, des activistes, etc., en fait, dans une relation nord-sud, tout en sachant que la relation ouvert n'est pas pareille dans le nord que dans le sud, et qu'effectivement, c'est créer de nouveaux réseaux internationaux, en fait, de responsabilités. Et on a effectivement invité les artistes et les penseurs en regardant un petit peu toutes les questions qui, en fait, sont intégrées dans les 3 termes, donc phytophilie, savoir situer, chlorophobie. Et on était effectivement très soucieux d'associer des artistes qui représentent beaucoup de façons de faire différentes. Performance, investigation de laboratoire, botanique, mais aussi vidéo, pas seulement photographie, mais aussi phytographie, c'est-à-dire de faire des images avec des plantes, à l'aide de plantes, et en fait aussi des artistes qui prennent très au sérieux cette posture post-anthropocentrique. Post-anthropocentrique et aussi épistémologique au sens d'être conscient des matériaux qu'ils utilisent. Ne pas juste pour créer des effets, mais dans chaque œuvre représentée dans cette exposition, on trouve des artistes qui ont effectivement fait une démarche très profonde d'être conscients de pourquoi ils vont utiliser ce moyen-là et pas un autre. Les projets réunissent quelque part les grandes questions qui nous animent en fait. D'une part, la recherche sur le verre qui est en semaine depuis très longtemps. Mon travail plus lié aux épistémologies du Sud et au questionnement qui sort des sociétés et des corps colonisés, disons ça comme ça. Et puis le travail sur les plantes. Donc on a mis ensemble en fait toutes nos inquiétudes et on a essayé de proposer un regard qui est une espèce de synthèse entre nos
préoccupation. Les trois termes, on a phytophilie parce qu'on aime les plantes, chlorophobie, chloros grec, vert, on n'est pas en train de haïr le vert, mais en fait on est en quelque sorte, d'une certaine manière, comment on a la facilité de réduire le vert à une métaphore, à une symbolique facile. Et donc on veut dépasser cette symbolique facile. Et savoir situer, ça dépend effectivement sur quel terrain est-ce qu'on se pose. Chacun a ses pratiques situées, mais en fait dans une société hyper abstraite, à vocation et à prétention universaliste. Et c'est vrai qu'on vit dans une phase sociétale où beaucoup de gens pensent qu'on doit tout simplement devenir vert pour régler en fait tout le problème que en fait, le capitalisme sauvage inflige à notre écologie, à notre économie. Et donc on ouvre la boîte noire du vert et on essaie de voir à quel point, une fois que la symbolique et la métaphore du vert dépassée, on tombe sur la nécessité d'avoir effectivement affaire à des savoirs situés dans beaucoup de disciplines différentes, y compris les arts, et de réconcilier ce qu'on pense être vert. On pense qu'on sait ce que c'est le vert, alors qu'en fait, le rayon de lumière qui nous provient par exemple des plantes, il est vert pour nous. Il n'est pas vert pour d'autres organismes. C'est-à-dire que le mot vert comprend un anthropomorphisme, un anthropocentrisme extrêmement erroné. C'est quelque chose qui est très très grave parce qu'on pense que les plantes sont vertes alors que ce qu'on voit c'est que le rejet et le reflet de plantes. Précisément, les plantes ne font pas usage du tout de fréquences correspondant pour notre œil au vert, mais par contre, ils consomment le rouge et le bleu pour faire la photosynthèse. Ce qui reste, c'est le rejet. On voit en quelque sorte le vomi de la plante, on pense que c'est la plante. Donc, on prend la plante au sérieux, on dit que voilà, elle est beaucoup plus que le vert. Donc, beaucoup d'œuvres qui se concentrent sur la façon comment l'être humain a établi des relations avec le monde végétal sont là afin de questionner qu'est-ce qu'il y a de plus, quelles sont les expériences sensorielles au-delà de l'audiovisuel que, en fait, enrichissent notre sensorium pour fonctionner mieux dans une écologie qu'on est en train de détruire. Le verre était aussi, toujours dans l'histoire de l'art, en fait, la plus toxique. C'est-à-dire que c'était toujours la couleur la plus difficile à représenter. On ne pouvait pas, à cause de l'instabilité de la couleur verte en tant que pigment, on ne pouvait jamais la reproduire correctement. Donc on pouvait la mélanger, on pouvait la synthétiser, donc c'était déjà synthétique. Mais effectivement, il y a un artiste ici dans cette exposition, Adam Brown, qui revient sur cette histoire que justement, jusqu'en 1775, on n'avait pas de pigment stable pour représenter le vert. On avait le malachite, on avait la terre verte, etc. Mais c'était seulement avec l'industrie chimique qui nous a en fait permis de synthétiser des pigments comme le vert de Paris, qui était aussi un poison de rat, et qui était inventé par un chimiste suédois qui s'appelle Scheele, donc Scheele's Green. Et donc voilà, c'était le pigment qui permettait d'avoir une espèce de vert tout à fait brillant, mais absolument toxique. Donc il y a une histoire derrière, c'est que on envoyait le peintre, y compris impressionniste, dans le verre, dans la nature, où il se pointait avec leur tube en aluminium, et en se mettant plein de pâtes avec de l'arsenic pour peindre la nature. Donc combien de peintres sont morts à cause de la représentation de la nature? Adam Brown, ici dans cette exposition, reprend cette histoire, qui est une histoire de l'art, mais aussi une histoire en fait de matériaux, et synthétise devant le public, dans une combinaison de haute sécurité, en fait ces pigments hautement toxiques, ensuite peint un papier peint de l'ère victorienne, qui était utilisé à l'époque pour ramener le verre à la maison, alors qu'on l'a détruit par l'industrie, par la révolution industrielle dehors. Quand on demande ce qui est vert à un biologiste qui veut vendre en fait ses OGM en tant que technologie verte, il va dire que voilà, c'est sustainability en fait, voilà, et en fait la technique verte, c'est tout ce qui est en fait écologique. On va demander à un climatologue qui va dire bah non, on est en train de verdir le monde. Ça veut dire qu'en fait, on est face à un phénomène de
effets anthropogéniques qui, en fait, produisent beaucoup plus de végétation à travers la planète que désiré. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de verdure parce que, en fait, l'émission de CO2 par l'être humain est tellement énorme qu'en fait, verdir la planète veut dire quelque chose de pas du tout positif. Donc, en fait, l'ambiguïté même dans le vert est quelque chose déjà qui existe dans notre discipline. Ce qui est positif pour quelqu'un qui veut vous vendre la sauce des OGM est négatif pour un climatologue. L'expo est très diverse en fait. Ça présente des manières très différentes de regarder la question du verre, donc la question liée à la manière dont la société ou les sociétés actuelles traitent la question de la crise écologique et ses possibles solutions. Donc il y a un angle qui questionne vraiment les stratégies de greenwashing et qui sont en acte en ce moment. D'autres qui est sur les solutions, on va dire ça comme ça, même si solution n'est pas le mot correct, qui propose les artistes sur un angle plus utopique ou dystopique ou en tout cas spéculatif. Et on a aussi la façon dont ces relations avec les autres espèces transforment en fait notre manière d'être et peut-être interpelle la manière dont on agit et dont on existe dans ces planètes. Et ça, on va le voir notamment dans les volets danse et performance, parce que c'est les volets qui touchent notamment à la question du temps, non ? Et la temporalité est une question intéressante à aborder sous l'angle de la crise écologique actuelle. Non? Dans un monde qui essaye d'aller à la vitesse humaine, or les écosystèmes ne sont pas forcément calés sur cette horloge-là. Donc moi je trouve intéressant ce que les artistes proposent à niveau de temporalité dans les week-ends dans ces performances. Après, il y a aussi la façon dont les artistes détournent les technologies. Ne pas pour faire, par exemple, de l'énergie verte pour les humains, mais plutôt pour créer des écosystèmes qui vont nourrir d'autres êtres. Ou les propositions de Quimera Rosa qui proposent en fait un avenir moins humain. Et ça, c'est des discussions qui sont très intéressantes. Non? Quel est le rôle de toute la tradition de l'humanisme, de la modernité, non? Comment on peut questionner ces paradigmes qui ont été jusqu'à maintenant terriblement limitants dans la vision qu'on a du monde et du progrès. Non? On a aussi des visions plus... il y a les jardins d'Eva Maria Lopez qui propose un regard à la fois dans l'histoire du paysagisme et de cette maîtrise de la nature, non? qui représente les jardins à la française, en parallèle avec ces plantes qui ont déjà des mutations génétiques pour résister à certains herbicides. Donc des projets qui dialoguent aussi bien avec l'histoire de l'industrie pharmaceutique, des pesticides et toute l'industrie, toute la chimie en fait, et l'histoire de l'art, et qui pose un regard un peu cynique aussi, en dessinant les logos avec les mêmes plantes qui résistent, par exemple dans les jardins. Ou les questions d'ouvrir les codes, d'ouvrir la pilule et questionner pourquoi certaines technologies médicales ne sont pas autant développées. Par exemple, les rapports que Quimera Rosa et les rapprochements que les Quimera Rosa font entre les sémences et la molécule de la chlorophylle dans les usages médicaux. Et on a aussi des ouvertures, des notions des chorégraphies, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que danser avec des algues?
ou de phytoplancton, c'est le projet de Tina qui sera ici en novembre pour finaliser les colloques. Ou des propositions comme celle d'Espela Petrich qui travaille aussi bien dans l'histoire de la photographie que dans ces rapports de confrontation et des cohabitations et jeter l'ombre, jeter la lumière sur la façon dont on coexiste avec les plantes, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ils sont là aussi tous, je pense, en tant que poseurs de questions, plus qu'en tant que donneurs de réponses ou de morale. Et cela est aussi très joliment en fait, représenté par exemple par l'artiste allemande Agnes Meyer-Brandis, qui a elle-même créé un institut qui s'appelle le radeau de la recherche, dont le but n'est pas de donner des réponses, mais de poser des questions. Alors, je pense qu'on n'est pas en train de proposer une exposition soi-disant art et sciences pour suivre une tendance qui consiste à vouloir absolument en fait, réconcilier les opposés et s'opposer. Je pense qu'on est plutôt dans une approche de vouloir dépasser ce qui est binaire et ce qui réside dans le dualisme qui nous font la vie aussi difficile. Donc, depuis un certain moment, on pense dans la culture occidentale que art et science, oui, c'est séparé. Et puis, voilà, on veut retrouver cet esprit Leonardo d'un grand temps de la Renaissance où le chant n'était pas encore séparé. Alors que je pense qu'on est plus dans une phase où on a en art une espèce de tournant épistémologique. Ça veut dire qu'on s'intéresse de plus en plus à des manières de faire et aussi à des relents et à des arrière-fonds historiques, politiques, matériels, qui touchent à des questions en fait communes de l'art et de la science. Et ce qui lie l'art et la science, très souvent, c'est pas la méthodologie. C'est pas que l'art pose peut-être plus de questions que la science essaie de trouver des questions, mais qu'on a une espèce de monde, une cosmologie commune qui consiste en des appareils, en des médias technologiques qui en fait qu'on partage. C'est-à-dire qu'un échantilleur, un séquenceur génétique en science est très proche d'un échantillonneur en fait pour un artiste sampling. On partage tellement d'outils, mais on les utilise de manière différente. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est effectivement plutôt réfléchir au-delà des symboliques, au-delà de la surface de l'image, quels sont en fait les facteurs sous-jacents qui font sens. Donc il faut lire les médias, il ne faut pas lire l'image, il ne faut pas lire la superficie. Pour moi, presque tous les travaux qu'on présente, c'est des stratégies que les artistes utilisent pour répondre à cette question. Si on arrive à la limite de notre capacité de comprendre le monde, parce qu'on s'est peut-être trop égaré, ou je ne sais rien, et quelles sont les stratégies, quelles sont les machines, quelles sont les actions, quels sont les dispositifs qui vont nous permettre, en fait, écouter les restes du vivant et modifier la façon dont on existe, en fait, quelque part. C'est aussi en parlant de la question de l'art et la science, non? Quel type de science, quel type d'art, de quoi on parle, quel est ce pluriel qui est associé, où on situe la limite de science, la limite de l'art, quel type d'art se mélange avec ces sciences, etc. Et là, je pense qu'on a certains artistes qui posent la question d'une manière qui est très intéressante. Par exemple, il y a Leche de Virgen Trimegisto qui vient avec une performance qui lie aussi bien la question de la transplantation, non? Ces mots empruntés de la botanique pour parler des greffes. Non? Il a bénéficié d'une greffe de rein il y a 2 ans et il associe toute cette expérience de la maladie et d'un corps assisté par la machine lors d'une déficience rénale importante aux pratiques plus sorcières latino-américaines des chirurgies invisibles faites par des entités autres que des humains ou des humains incarnés en tout cas
Et donc ça permet aussi d'observer la façon dont l'invisible rentre dans les pratiques des sciences et de l'art, non? Pas simplement la maîtrise absolue de la technique des arts ou la technique de la science, mais d'autres types de techniques qui sont souvent méprisées car trop ésotériques, non? Mais qui permettent d'ouvrir aussi ce qu'on entend comme création humaine d'interprétation. D'où vient ce type de phénomène, non? C'est très lié aussi aux avancées actuelles de la botanique, où on commence à savoir, grâce au travail que les chercheurs font dans les laboratoires, que les plantes communiquent entre elles, qu'elles ont la capacité de protéger ces petits en donnant un peu plus de sucre parce qu'ils n'arrivent pas à avoir du soleil, ou en faisant un communiqué pour toute la communauté sur l'apparition des herbivores qui vont dévorer les plantes pour modifier la chimie, etc. Et ce sont des savoirs que, par exemple, le chamanisme a toujours argumenté autrement, mais toujours en disant, voilà, les plantes elles communiquent, et qui ont été toujours méprisées, toujours considérées comme de la superstition ou simplement l'effet des drogues, non? Parce qu'on sait bien que la magie est une question de drogue. Mais voilà, donc cet espace est aussi ouvert dans cette réflexion. Donc les pièces sont presque toutes conçues en collaboration avec d'autres agents non humains, et ça, que ce soit des machines, de bactéries, de plantes, des molécules chimiques, etc. Et ils ont un rôle d'acteurs et de créateurs. C'est pas simplement de la technique et des outils. Et ça, c'est très important. Un bon exemple est le travail d'un artiste philosophe qu'on va inviter pour le colloque, Karel Doen, qui fait pas de la photographie mais de la phytographie. Donc il va développer de photographie, mais uniquement à base des extraits de plantes. Et donc il revient à l'histoire de la photographie qui elle-même est très liée en quelque sorte à la représentation de la nature, y compris à des photogrammes de végétaux. Donc quand Fox Talbot nous parle de crayon de la nature, c'est en fait la machine qui permet à ce que la nature crée une empreinte directe dans un médium objectif. Et donc c'est la promesse de la photographie. Mais cette promesse technique est aussi très très liée à la plante. Et donc on va faire un atelier ici aussi qui est artistique et scientifique et philosophique en même temps sur l'histoire de l'empreinte, l'histoire de la photographie et comment cette histoire de la photographie est liée aux plantes. Et donc voilà. On veut déconstruire le binaire, on veut déconstruire le dualisme, et pour montrer qu'avec un esprit résolument interdisciplinaire, on en profite tous à la fois d'avoir une approche moins anthropocentrée et plus interdisciplinaire qui nous rend la vue un peu plus facile. Ouvert s'inscrit aussi dans une recherche d'alliances à plus long terme, je pense, qui vont se faire à Emmetrop, notamment à travers le Ursulab, qui est un biomédia lab transdisciplinaire pour lequel la structure Emmetrop vient d'avoir un grand soutien pour les années futures à développer effectivement une pratique artistique et des sciences citoyennes impliquant à la fois une création artistique, l'auto-expérimentation, l'auto-santé, mais aussi la création de fiction et beaucoup de projets interdisciplinaires. Donc à la fois, ces projets-là est un fer de lance pour faire apparaître derrière, effectivement, qu'il y a des praticiens qui ne sont pas uniquement fascinés par la peinture, par le dessin, par la vidéo, par Photoshop, par l'interactivité, mais qu'il y a bien de pratiques artistiques aujourd'hui qui concernent la physique, la biologie, la botanique, etc. L'événement d'Ouvert est aussi le premier événement à l'échelle européenne qui lance une saison de 3 ans d'un projet pour lequel on vient d'avoir une subvention européenne pour le projet Green. Et Green, ici, ça veut dire Green Revisited, Encountering
Emerging Nature Cultures, donc le vers revisité à la rencontre en fait de nouvelles cultures nature. Et en fait le Nature Cultures, la culture nature, est aussi le terme que Donna Haraway, justement, la philosophe américaine féministe, emploie pour dépasser justement les binaires entre nature, culture, homme, femme, etc. Donc on a effectivement ici la chance de lancer tout un programme de 3 ans qui sera ensuite développé davantage encore en Finlande, en Norvège, en Slovénie, en Autriche, en Espagne et d'autres pays, justement. Et donc, avec Bourges, toute la série de Green commence. Donc, il y a une espèce d'engouement aujourd'hui pour ce que j'appelle Green Studies, l'étude du vert, encore une fois compris comme une espèce de cheval de Troie, où on tire une espèce de cheval de Troie sur la place du marché des idées, et on essaye de faire sortir de leur tour d'ivoire, en fait, tous les chercheurs dans des disciplines différentes, se rencontrer dans ces places de marché et parler de quelque chose que tout le monde pense qu'il est au courant de ce que c'est, le vert. Tout le monde pense qu'il sait ou elle sait ce qu'il est vert. On pense probablement tous qu'on est vert même, mais est-ce qu'on le sait vraiment? Et justement, l'intérêt de vert, de ouvert, ici réside dans le potentiel de renverser totalement nos certitudes et d'ouvrir justement les terminologies qui sont jusqu'alors fermées. Ouvert, c'est ça, c'est aussi une ouverture pour regarder avec une espèce de loupe pendant ces 3 mois un panorama que nous avons un peu repéré, mis ensemble et soigné ensemble. Mais la question ne va pas s'arrêter là, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a bon, déjà, Jens, il a un énorme projet à multiples visages sur la question d'ouvert, sur la question de savoir situer, sorcellerie, sciences populaires et lien avec les technosciences à l'occidentale. Moi, je vais continuer à insister, c'est sûr, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que chercheuse. Et je pense que ce qui va être aussi très important dans cette expérience d'ouvert, c'est qu'on essaye de vraiment faire dialoguer les différentes personnes qui sont invitées entre elles. Et je pense qu'on va réussir à faire des nouveaux liens et des nouvelles alliances dans des différents endroits de la planète. Parce que l'expo essaye aussi de faire ça. C'est-à-dire pour nous, c'est très important de mettre les gens ensemble et de voir comment les idées qui sont déjà là présentées peuvent évoluer, peuvent résonner entre elles, peuvent exploser sur des différents nouveaux projets. Et puis bon, maintenant il y aura aussi l'Ursulab ici, les projets de Biomedia Lab qui va s'ouvrir sur la friche et plein d'autres liens. Et je pense qu'on va entendre parler encore après sur la suite d'ouvert. Mais bon, déjà vivons ça.